Espace TV, le 22h. Merci de nous être fidèles, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le 22h. C'est un exercice délicat, mais il l'a fait. Laissez-le Dalen Diallo a meublé en partie son cabinet de chef de file de l'opposition guinéenne. Les critères qui ont prévalu au choix des membres du cabinet sont diversement interprétés dans le landerneau politique national. Réaction dans ce journal. C'est la croix et la bannière pour obtenir un passeport biométrique guinéen. Ceux qui en sont le plus peinés, ce sont les Guinéens de la diaspora. Nous en parlerons dans ce journal. Et pour Libéria, l'excision est encore légale à la fin du mandat de la présidente Serleuf, qui s'est pourtant engagée à la bannir de son pays. Le chef de file de l'opposition guinéenne a meublé en partie son cabinet. Il est composé d'un collège de 5 conseillers. Aussitôt le voile levé sur la composition de ce cabinet, des réactions fusent de partout. Que pensent les leaders politiques des choix opérés par El Hadj Ousseylou Dalen Diallo? Y a-t-il des frustrés? Des indices de réponse dans ce reportage signé Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. Le cabinet du chef de file de l'opposition dont il s'agit est effectivement composé de 5 conseillers. Les personnes choisies sont Makanira, Elaz Mamadou Silla, Papakoli Kourma, Jean-Marc et Banosso, l'un des ténors de l'IFDG. Un choix qui ne reste pas sans commentaire. Pour nous, c'est un non-événement. Je ne vois pas la nécessité d'avoir d'ailleurs ce poste de chef de file de l'opposition. Dans toutes les démocraties sérieuses, dans toutes les démocraties sérieuses, n'est-ce pas, ce poste n'existe pas. Allez-y en France, il n'y a jamais de chef de file de l'opposition. Le collège de 5 conseillers doit appuyer le chef de file de l'opposition. Les membres du cabinet ont également la latitude de donner leur avis sur les questions d'intérêt national. On reconnaît Elaz Mamadou Silla qui a des députés supérieurs à tous les autres. Et après ça, on connaît Papakoli qui a un député. Donc, non, oui, Makanera, c'est par ordre certainement compétence, mais aussi de la zone. Encore Salubela insiste sur la volonté du chef de l'État à mettre en valeur les institutions républicaines et rendre pratique les lois établies par la Constitution. Ce qu'on peut souhaiter à côté, tout en reconnaissant et soutenant l'innovation du professeur Alpha Condé, c'est qu'il y ait aussi, si c'est possible, le chef de file de la mouvance. Le parti UDG exprime déjà, via les réseaux sociaux, sa disponibilité à servir le cabinet du chef de file de l'opposition. Il n'est pas du tout aisé d'obtenir un passeport biométrique en Guinée. C'est la croix et la bannière pour de nombreux Guinéens, surtout ceux vivant à l'étranger. Si en Guinée, le passeport est vendu à 500 000 francs guinéens, à l'étranger, c'est le triple de ce montant qu'il faut débourser pour obtenir ce fameux sésame. C'est un constat fait par Makiso Lamine Silla. Les prix de passeport varient selon le ministère de la Sécurité en fonction des zones monétaires. La communauté guinéenne vivant dans ces pays sont confrontés à d'énormes difficultés liées au prix, mais aussi à toute une procédure au niveau des ambassades ou encore des consulats guinéens. Ce citoyen qui vit au Gabon nous explique son calvaire. Les difficultés liées au montant, au prix fixé pour les passeports, l'exact c'est 90 000 francs. Ça c'est le montant pour le passeport. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont liés à ça. D'abord les documents nécessaires pour d'abord l'établissement du passeport. Nous ici en tant que communauté, on avait opté pour des fiches supplétives par exemple pour des personnes nées ici, qui ne sont pas encore allées en Guinée, qui n'ont pas de documents guinéens. La réaction ne s'est pas fait attendre du côté du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui a fait une mise au point sur les prix de passeports en fonction des pays qui utilisent de différentes monnaies. Les prix sont là, hein. Ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui fixe ça. Encore là, aussi, il y a une clarification à faire. Moi, je suis en train d'appliquer une convention BOT passée entre la société malaisienne et l'État guinéen par le biais du ministère de la Sécurité à l'époque. En zone dollar, le passeport, le prix est fixé à 150 $ US. En zone euro, à 140 €. En Afrique centrale, en Angola, c'est 150 $. RDC, 150 $. Brazzaville, 150 $. Libreville, 150 $. Le ministre de la Sécurité indique que le président de la République a instruit à son département, en collaboration avec celui des Affaires étrangères, de déployer des agents pour la livraison des passeports
dans toutes les grandes capitales du monde entier. La question du réchauffement climatique n'interpelle pas que les politiques, les jeunes s'y intéressent également. L'organisation d'une conférence des jeunes sur le climat et l'expression de leur engagement à œuvrer pour la préservation de l'environnement. Ce mardi, à la Blue Zone de Kaloum, les jeunes venus de différents horizons de la société civile guinéenne ont abordé des thématiques sur le réchauffement climatique. Des recommandations résulteront de cette rencontre qui seront ensuite soumises au gouvernement pour une présentation éventuelle à la prochaine conférence sur le climat en Allemagne. Abdourahmane Ba, Amara Alex Silla. Le réchauffement climatique est de nos jours une préoccupation mondiale. La Guinée étant signataire des accords de Paris, la société civile va entreprendre 3 jours de réflexion jeune sur le climat. À travers cette conférence, les membres de l'association expliquent les enjeux de cet échange jeune. À travers la coordination de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Troisièmement, la Guinée est signataire de l'accord de Paris qui l'oblige à réduire son émission de gaz à effet de serre à 13% d'ici 2030. Cette activité va durer 2 jours. Plusieurs thèmes feront l'objet d'échanges pour l'élaboration des documents. Documents qui sera soumis à l'État guinéen afin de le présenter à la prochaine conférence sur le climat. Les jeunes de la société civile, de façon générale, se sont engagés cette fois-ci à ce que la participation de la Guinée et de l'Afrique au niveau de la conférence des jeunes sur le plan international en Allemagne sur le climat, en même temps aussi la COP23, soit vraiment une participation non pas de façon touristique, mais plutôt une participation de qualité qui permet de donner une certaine respectabilité à la Guinée. Les initiateurs, dans leur allocution, demandent l'implication de l'État guinéen dans ce projet à travers des recommandations qu'ils formulent. Nous demandons au jour d'aujourd'hui à tous les partenaires, y compris l'État. Il faut noter que la Guinée assure la présidence de l'Union africaine, mais aussi la coordination des initiatives africaines sur les énergies renouvelables. Donc, ça doit être soutenu. C'est ce qui motive nous, en tant qu'acteurs de la société civile, notre participation à cela, depuis l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre. Mais nous ne limitons pas cela. Nous plaidons les partenaires à ce que les recommandations qui vont être prises ici puissent être portées au haut niveau. Cette conférence est une première en Guinée. Les activistes de la société civile comptent s'impliquer davantage pour la protection de l'environnement. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a fait de la rénovation des infrastructures scolaires l'une de ses priorités. Le complexe scolaire de Lambagny bénéficie actuellement de cette action dans la commune de Ratoma. Mais conséquence, certains élèves de l'établissement en rénovation ont été transférés au lycée des jeunes filles de Lambagny et les enseignants affectés dans la foulée n'ont toujours pas commencé à dispenser les cours. Mamadou Sadio Baldé, Tierno Sadouba vous en disent plus. Fâchés, ces élèves le démontrent aux responsables de l'éducation. Une fois dans la cour, ils sont accueillis par les cadres de la DCE de Ratoma. Dans un français approximatif, un élève décide d'expliquer leur mécontentement. On part là-bas à 7h30, on reste là-bas jusqu'à 10h. On paga son, il n'y a pas de poids, c'est ça, c'est normal. Nous, on a décidé aujourd'hui pour gréver, aujourd'hui on va venir à la DCE pour qu'ils vont nous donner les poids pour aller-y étudier. Le message est passé. Tout de suite, l'opération de charme commence. L'inspectrice nationale n'a eu aucun mal à trouver des mots justes pour ses hôtes. Toute revendication est légitime, mais on ne peut se comprendre que si on est dans la paix, si on dialogue. Le fait que vous ayez accepté de venir jusqu'ici, ça nous permet de parler avec vous. La lourdeur administrative cause des préjudices aux élèves, mais ils n'auront à patienter que 24 heures, promet l'encadrement. Voilà ce qui s'est passé. Effectivement, vos enseignants sont arrivés, mais vous savez que quand on déplace une école pour une autre, il y a les actes administratifs. L'enseignant, s'il n'a pas la note, le papier qui est signé du DCE pour dire « tu enseignes à Lambagny », il lui est difficile d'aller à l'école se présenter. Depuis ce matin, vos enseignants, depuis hier d'ailleurs, moi je les ai trouvés ici, la DCE est pleine d'eux, ils sont là, ils sont en train de retirer leur note de service. Ce qu'on peut vous promettre, c'est que demain, vous allez commencer les cours à 8h. Là aussi, le message est passé.
Abdraman Baldé se dit certain que ses élèves n'ont pas de temps à perdre. C'est pourquoi il a accepté de les accompagner. Je vous fais observer qu'aujourd'hui, des millions et des millions de jeunes Africains meurent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique, faute de connaissances, faute d'espoir, faute de technologie, faute de savoir, faute de bonheur dans leurs différents états. Donc quand des enfants s'expriment de la sorte, je pense qu'il va de notre devoir de les encadrer. Heureusement, ça s'est bien passé. Faut-il rappeler qu'en début de semaine, des élèves de cette même commune étaient venus exprimer les mêmes revendications ici. Le métier à tisser traditionnel est pratiqué depuis des siècles en Afrique, mais il est moins valorisé en Guinée. Pourtant, ce sont à la fois des pièces de vêtements et celles destinées à orner l'intérieur des maisons. Tout est confectionné par des mains habiles et assidues grâce à nos tisserands dont le rôle majeur dans la société est méconnu du grand public. Mariam Fodé Camara a rencontré un tisserand qui depuis 37 ans pratique ce métier. Reportage. Passionné du métier de tisserand, Mamadou Samba Diallo pratique ce métier depuis 1980. La cinquantaine a formé plusieurs personnes qui aujourd'hui valorisent le métier dans d'autres pays africains comme le Bénin. Pour aimer le tissage, c'est moi qui suis formateur de tissage depuis 1991. Il est souvent confronté à des problèmes de matériel, mais aussi dans l'écoulement de ses produits. Malgré tout, il réussit tout de même à mettre sa famille à l'abri du besoin. Il y a beaucoup de difficultés dans le tissage, surtout le tissage traditionnel. Premièrement, il n'y a pas de fil en Guinée. C'est acheté en fil à Côte d'Ivoire, Bamako, Burkina. C'est commerçant et amené. Il n'y a pas de clients. Puis le tissage n'est pas valorisé en Guinée. Marié, il y a des enfants construits dans le village. Tu leur mettais donner tout l'argent, les enfants étudiés dans ça. Mabo bénéficie souvent de la visite du directeur de l'artisanat qui lui apporte son soutien. Puis nous, en tant que structure de promotion, nous encourageons les gens à consommer le guinéen. Il faut que nous mettons vraiment un accent particulier sur cette formation pour qu'ils sortent des bandes plus petites pour aller vers les bandes plus larges. Mais au-delà de ça, à chaque fois nous avons l'occasion d'assister aux foires ou expositions, nous les mettons en avant, nous partons avec certains d'entre eux. Il faut rappeler que les tisserands ont joué un grand rôle dans le développement socio-économique et commercial au niveau de la société africaine. Aujourd'hui, le secteur est peu valorisé. Les bouchers éleveurs, appuyés par le ministère de l'élevage et des productions animales, ont planché sur le mécanisme pour la relance des organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage. Le manque de dynamisme des anciennes structures a privé les éleveurs de tout soutien. Aujourd'hui, le ministère de l'élevage entend redynamiser le secteur afin de permettre aux éleveurs de progresser. Reportage Mamadou Salioba et Brahma Soresoma. Avec les bouchers et les éleveurs, le ministère de l'élevage se met en position pour relancer les organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage. Obsolètes depuis 2000, ces organisations, une fois relancées, pourraient changer la vie des éleveurs qui vivent presque inaperçus. L'absence de structure fait perdre à ce secteur des opportunités de financement, aussi bien au niveau des partenaires ici qu'au niveau des structures qui peuvent exister dans la sous-région. Mettre de l'ordre dans les structures pour leur faire bénéficier de dons, certains parmi eux ont visité le Mali et se sont rendus compte que la différence avec la Guinée est bien grande. Alors pour faire comme le Mali qui excelle tant bien que mal dans le secteur de l'élevage et éviter de se réunir chaque fois pour la même cause, Kerno Mamoudou Diallo lance le mot. Il faut être une personne combative et passer par des cotisations, ainsi de suite, faire une bonne gérance, pour budgétiser certains de vos petits projets à votre niveau vous-même, avant que ce soit l'appui des institutions d'appui internationaux auprès des éleveurs. Aujourd'hui, ils renouvellent leur mise avec une nouvelle détermination. Mais rien ne garantit qu'ils vont réussir car les anciennes structures ont échoué à cause des manques de soutien et d'organisation. La construction des murs au niveau des marchés, notamment à Avaria, est une initiative du gouverneur de la ville de Conakry. Ces murs ont pour avantage
de contraindre les citoyens à emprunter les passerelles délaissées autrefois. L'objectif est aussi de réduire les accidents de la circulation et les vols qui étaient devenus récurrents dans la zone. Mohamed Valectoré, Mamadou Souma. Des murs à la place des grilles de protection. Une initiative du gouverneur de Conakry. Mathurin Bangoura a décidé d'empêcher tout piéton de traverser l'autoroute en vue de réduire les accidents de la circulation et les cas de vol. Un engagement salué par un certain nombre d'usagers. Dans l'autre position, ça arrange parce que ça arrête les accidents sur le travaux. Parce que nous sommes là, quand les gens viennent pour traverser ici, ils ne vont pas regarder la route bien. Mais seulement, ils ont mis le mur là. Le mur là est très bon pour les gens qui sont en train de travailler ici. Depuis l'érection de ces murs, des artères principales ne sont plus envahies comme avant. Elle a permis de réduire le nombre de jeunes organisés dans le vol au tir. Malgré tout, l'initiative n'est pas appréciée par d'autres citoyens. Il y a des bandits encore. Quand tu viens, tu gares ton voiture, ils vont venir pour prendre quelque chose dans ton voiture. Ils vont traverser. Ils ne vont même pas regarder. Bon, le conducteur là, il roule n'importe comment quoi. Maintenant, il y a trop d'accidents. Maintenant, le mur là, c'est très bon ici quoi. L'absence de ces murs encourageait l'incivisme de certains usagers qui refusaient d'emprunter les passerelles. Conséquence, les embouteillages étaient fréquents. Notre zoom spécial sur l'île de Kassa continue. Cette fois, nous nous intéressons à l'usine d'huile polyvalente de Kassa, construite sous le premier régime, qui produisait 50 tonnes par jour. Aujourd'hui, cette unité industrielle est en ruine. Elle a été à l'image des autres unités industrielles d'antan, victimes de la privatisation anarchique des entreprises de l'État. Mamadou Kalisso, Obakadine Kamara ont rencontré l'un des ingénieurs qui a côtoyé cette usine du début jusqu'à la fin. Voici ce qui reste de l'huilerie polyvalente de Kassa, l'un des fruits du deuxième plan de développement économique appelé plan de développement septennal du premier régime. Elle a été inaugurée en 1968. Cet ingénieur a participé à l'installation de cette huilerie. Il ne supporte pas de la voir dans cet état. C'est très touchant, très accablant. Ça c'est comme un fils, franchement. C'est une usine qui produisait 50 tonnes par 24 heures. 50 tonnes, matière première. On travaillait l'arachide, le palmiste et le coco. À l'avènement de la Deuxième République, l'usine a été bradée à un Français à seulement 9 millions de célis d'après nos sources. Ce dernier a procédé à son démantèlement. Il est venu, il a démonté ces installations, il a ramené ça à Forêt-Caria. Qu'est-ce qui est à l'origine de la privatisation de l'huilerie polyvalente de Kassa? Certaines sources évoquent une crise financière interne. D'autres parlent d'un problème d'approvisionnement en matières premières. Quelqu'un m'aurait confié que l'usine ne pouvait pas être rentable parce qu'aucun de ses privés ne pouvait assurer le transport des matières premières tel que l'État le faisait. Cette huilerie avait été construite par Sékou Touré pour employer les anciens ouvriers de la compagnie de bauxite du Midi. Ce que Alpha Condé n'a pas pu faire pour les ouvriers de l'usine d'alumine de Fria qui a fermé il y a 5 ans, même si le professeur affirme avoir repris la Guinée, là où Sékou Touré l'a laissé. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition d'information. Au cadrage pour vos camarades, Ibrahima Sori était présent à la régie Nalaï et Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV. Regardons mieux.